Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et tous. Je suis Nathalie Bureau du Colombier, journaliste transport et productrice de la chaîne podcast Transpod, dédiée au transport et à la mobilité décarbonée. Et je suis vraiment ravie d'animer cette dernière table ronde de la journée. Le thème est hyper original puisqu'il confronte les points de vue de deux générations sur deux sujets. Regard croisé intergénérationnel sur les défis de la supply chain. Quelle ressemblance ? Quelle différence ? Focus sur l'intelligence artificielle et la transition écologique. Et pour connaître la genèse de cette table ronde, je laisse la parole à Jérôme Le Tumontois. Merci beaucoup Nathalie. Juste un petit mot d'introduction. Je suis Jérôme Le Tu, donc le directeur de Top Logistique. Et cette initiative, on la doit à plusieurs personnes qui sont présents dans l'événement aujourd'hui. Alors je pense notamment, donc c'est une collaboration entre l'école Esli, Bretagne Supply Chain et le salon Top Logistique. À ce titre, je souhaite remercier bien évidemment Élodie Le Provost qui est la co-déléguée générale de Bretagne Supply Chain, Ingrid Marcelier qui s'occupe des relations avec l'entreprise chez Esli, et je vais faire monter sur scène Mohamed Awari qui a travaillé d'arrache-pied pour monter ce joli projet. Mohamed, est-ce que tu veux nous en dire deux mots en introduction également ? Merci. Merci Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais juste résumer un petit peu, rappeler le contexte. Donc merci à Top Logistique de nous donner l'occasion de travailler sur le sujet. Merci à Bretagne Supply Chain qui était à l'initiative de la mise en relation. Donc on va juste vous faire un petit rappel de la genèse de ce projet. Donc on a remis une petite diapo, pas très longue, mais juste pour remettre un petit peu les choses dans le contexte. Pour me présenter brièvement, je suis enseignant-chercheur en logistique et stratégie et donc professeur associé à l'ESLI. Je travaille sur les problématiques de gestion des risques supply chain. Et donc, en fait, on est parti lors de la discussion sur les thématiques sur lesquelles on pouvait travailler d'un constat, en fait, que vous partagez tous. On en a beaucoup parlé sur ces derniers jours. Mais en fait, de ce qu'on peut appeler une perturbation constante des supply chains. Donc on a fait une petite prise, on ne va pas tous les reprendre, mais depuis une trentaine d'années, on voit que la perturbation est devenue quelque part une sorte de normalité dans les supply chains. Et c'est pour ça qu'on entend de plus en plus parler d'un certains mots comme la résilience, l'agilité, la flexibilité. Et nous, on a choisi de traiter ce sujet à travers deux concepts qui nous paraissent très importants et qui paraissent comme des défis permanent dans cette vie perturbée des supply chains. Donc à la fois l'arrivée de l'IA et comment elle peut accélérer ou pas en fait la digitalisation des supply chains et tous les défis en fait liés à l'intégration des enjeux environnementaux dans les supply chains. Et bien sûr, on a choisi après des discussions avec l'équipe à Top Logistique, Bretagne Supply Chain, l'ESLI, on s'est dit qu'on va trouver un format un peu original de traiter le sujet, donc le confronter à travers un regard intergénérationnel. Donc c'est pour ça que je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'enquête que nous avons menée, donc qui nous a permis de recueillir un certain nombre de données qui vont vous être présentées tout à l'heure. Mais je tiens aussi à remercier mes étudiants, donc ils sont de ce côté, toute la promo, mais en particulier ceux qui ont participé au projet, mais bien sûr mes anciens étudiants et nos formateurs en fait que Nathalie va vous présenter. En tout cas, je vous remercie de participer à cette table ronde et je remercie l'ensemble des participants à la préparation et la restitution de travail qu'on espère en fait un début pour continuer ce type d'études, de restituer ce type de résultats aux professionnels mais aussi aux étudiants. Voilà. Merci. Je cède la parole à Nathalie et à Jérôme. Merci Mohamed Awari, on peut l'applaudir. Merci à Jérôme Le Tumontois. Alors, à mes côtés, en face, 4 professionnels au parcours riche et absolument complémentaires. Et à ma droite, 2 étudiants en licence professionnelle et logistique et pilotage des flux à l'ESLI. Alors, en face de moi, Franck Daniel, bonsoir. Vous avez été diplômé de l'ESLI promo 2019. Vous êtes directeur de la filiale stockage du groupe Rouxel, une société de transport et de logistique bretonne. Auparavant, vous avez travaillé chez Intermarché et au sein du groupe Beaune Manoir, groupe de textile, en tant que expert process et performance des approvisionnements et des entrepôts mécanisés. Vous êtes membre de Bretagne Supply Chain, actif dans l'association Produits en Bretagne et vous participez régulièrement aux rencontres des alumni de l'ESLI. Frédéric Potier, bonsoir. Vous êtes également
promo 99 de Leslie. Vous êtes responsable supply chain de Moldtex, une entreprise de plasturgie automobile. Alors, vous pilotez la logistique des pièces techniques, comme par exemple les conduits d'air, les systèmes de refroidissement moteur. Et auparavant, vous avez fait carrière dans la microélectronique, le spatial, le tractorisme. Et vous êtes également consultant en logistique et vous accueillez régulièrement des jeunes alternants et vous êtes resté très proche de cette communauté ESLI. Avec nous ce soir, Anne-Claire Crinon, diplômée de l'ESLI en 2023. Assez récent, très récent, il y a 2 ans. Vous travaillez chez Dassault Aviation, au sein de la direction logistique opérationnelle et vous êtes rattaché à la direction générale du soutien militaire. Chargé de la supply chain et de la logistique, vous pilotez la gestion des stocks et des approvisionnements, excusez du peu, des Rafales et des Mirage 2000. En alternance chez Airbus Defence and Space à Istres, vous vous êtes formé au soutien logistique des A330 MRTT dont on parle beaucoup aujourd'hui. Très investie dans la vie associative, vous avez été présidente du BDE et aujourd'hui vice-présidente de l'association des alumni de l'ESLI. Et vous êtes également chargée de mission au sein de l'association Les Jeunes IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale. Virginie Milbeau, bonsoir. Vous êtes consultante en supply chain chez OnePoint et membre du conseil d'administration de Bretagne Supply Chain. Vous avez été formatrice à l'ESLI pendant près de 5 ans. Vous avez plus de 25 ans d'expérience dans l'agroalimentaire en tant que responsable supply chain, puis directrice d'usine. Vous accompagnez aujourd'hui les entreprises dans la mise en place de processus supply chain et dans le déploiement des systèmes d'information. Chez OnePoint, vous travaillez sur les solutions digitales qui intègrent l'IA, le sujet de la soirée, notamment autour de la prévision et de l'ordonnancement. Avec moi, Edgar Doléan, 22 ans, qui est actuellement en alternance chez Kuehne+Nagel en tant qu'assistant exploitant international. Bonsoir Edgar. Et Thibaut Léveillé, 21 ans, qui est actuellement en alternance chez Intermarché à la base logistique de Neuillac, à côté de Pontivy. Les présentations sont faites. Alors, pour débuter cette table ronde, la base de discussion, ce sera justement les résultats d'une enquête qui a été conduite par 4 étudiants de l'ESLI, encadrés par leurs enseignants-chercheurs, Edgar et Thibaut, qui sont avec nous, mais aussi Dylan Lavandier et Dorian Lepagno, qui non seulement ont travaillé sur le questionnaire, mais qui m'ont aidé à organiser cette table ronde. Levez-vous. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Merci à vous 4. Alors, quelle a été la méthodologie employée ? Bonsoir à toutes et à tous déjà. Pour commencer, comme l'a dit Nathalie, au début, nous avons réalisé un questionnaire basé sur 2 thèmes. Le premier thème de la transition écologique et le second thème de l'intelligence artificielle. Ce questionnaire a été posé à 2 types d'interlocuteurs, les professionnels dans un premier temps et dans un second temps les étudiants. Pour ce faire, nous avons mis en place 2 typologies de questions. Un premier typologie de questions où les répondants devaient dire s'ils étaient plus ou moins d'accord avec un type d'affirmation, et une seconde typologie de questions où là les répondants devaient dire s'ils étaient, comment ils devaient classer des affirmations de 1 la plus favorable et de 5 la moins favorable. Pour ce faire, nous avons mis en place le questionnaire début mai et nous venons tout juste d'avoir les résultats, donc vous êtes les premiers à les avoir. Dans un premier temps, Edgar va présenter le panel d'étudiants. Donc bonsoir à tous. Il faut parler vraiment bien dans le micro. Bonsoir à tous. Donc du coup, moi je vais vous présenter les étudiants. On a eu un total de 67 réponses d'étudiants venant de diverses sources, donc les BTS tout d'abord jusqu'au bachelor. Ça fait une tranche d'âge assez grande, donc on va de 17 ans jusqu'à 29 ans. Ensuite, pour la partie professionnelle, nous avons eu 85 réponses, là avec une tranche d'âge
de 25 ans, ce qu'on peut imaginer sortie de master, jusqu'à 55 ans et plus, donc jusqu'à la retraite entre guillemets. Et pour un secteur en particulier de l'industrie alimentaire hors agglo et des transports logistiques. Maintenant, nous allons passer aux résultats du premier thématique, qui sont la transition écologique. On peut remarquer sur la question numéro 1 et 2, les étudiants comme les professionnels sont en désaccord sur les exigences environnementaux compliquent l'atteinte des objectifs, performance, coût, délai, réactivité dans la supply chain, mais aussi sur le manque d'accès à des technologies fiables ou adaptées, limite la capacité à réduire l'impact environnemental de la supply chain, mais aussi sur celui du milieu, où on peut voir que les étudiants sont en majorité en accord avec la précision réglementaire contribuer positivement à la transition écologique de la supply chain. Donc sur cette partie transition écologique, les étudiants et les professionnels restent quand même en fort désaccord. En troisième affirmation, on avait fait un classement du coup des questions par ordre d'importance selon eux. Donc la question était la suivante les actions les plus impactantes dans la transition écologique d'une supply chain. Donc tout d'abord, en top du classement, nous retrouvons la décarbonisation des transports. Nous pouvons voir que les professionnels sont d'accord à 28%. Enfin, on classait ces 1%, c'est à 28% en première position, tandis que les étudiants à 31%. Ensuite, nous avons la formation des collaborateurs. On peut voir que les professionnels ont classé en deuxième avec 22%, tandis que les étudiants, eux, l'ont mis à 28%. Pardon. Nous avons ensuite la sensibilisation des clients finaux. On peut voir qu'il y a quand même une grande différence ici entre les professionnels qui l'ont mis à 22%, tandis que les étudiants, eux, l'ont mis à 13%. Ensuite, nous avons l'efficacité énergétique. Donc, pareil, ici, les professionnels l'ont mis plus que les étudiants, avec 21% pour les professionnels et 17% contre les étudiants. En avant-dernier, nous avons l'emballage réutilisable. On peut voir que les professionnels l'ont mis avant-dernier, pareil que les étudiants à peu près, à 18%, tandis que eux, les étudiants, l'ont mis à 20%. Et en dernière position, on peut voir que les professionnels et les étudiants, l'ont mis en dernière position, le pilotage de la chaîne logistique. On peut voir que les professionnels l'ont mis seulement à 12%, tandis que les étudiants, eux, l'ont mis à 20%. Merci Edgar. Donc, première question, qu'est-ce que ça vous inspire, ces premiers résultats j'allais vous dire, sur le sujet de la réglementation, sur les deux premières affirmations, on s'aperçoit également d'un écart de point de vue. Comment vous l'expliquez, là, le sujet de l'écart sur la réglementation ? 54%, 70%. Est-ce que c'est un mal nécessaire, la réglementation ? Franck. Alors, je dirais que effectivement, la réglementation, c'est le mal nécessaire. On peut avoir une vision un peu différente en étant encore un peu étudiant et le vivre au quotidien dans nos activités. C'est ce qui va créer aussi pas mal de différences sur les réponses apportées. Mais sans la réglementation aujourd'hui, on ne pourrait pas prendre cette transition, on n'y arriverait pas. Donc elle a son importance. Il faut qu'elle soit bien harmonisée par rapport aux activités et qu'elle prenne du sens surtout. Un autre professionnel, Virginie ? Sur cette partie-là, c'est effectivement important d'avoir une réglementation qui va s'adresser à tous les professionnels de la supply et donc effectivement d'avoir aussi des modes de décarbonation qui seront mis en place et utilisés de la même façon. Mais même, on en parle au niveau national, mais il faut aussi en parler beaucoup au niveau européen et même international, où effectivement là, c'est important d'avoir une législation qui permet aussi quelque part d'avoir des impacts coûts qui ne seront pas trop différenciés entre les différents membres de la supply chain. Anne-Claire ? Donc je rejoins parfaitement, que ce soit Virginie ou Franck. Évidemment, ces exigences environnementales, cette législation permet aux entreprises d'avoir des objectifs clairement définis. Quand on dit d'ici 2030, 2035, une réduction par exemple des émissions de gaz à effet de serre, on sait quel est l'objectif à atteindre et de mettre des actions en place dès maintenant pour avoir les résultats escomptés dans quelques années.
Alors, les étudiants, 70% à la première affirmation, 69% à la seconde. Comment vous l'expliquez ? Vous êtes globalement positif, quoi. Après, comme le disaient les professionnels, c'est nécessaire de mettre des normes en place. Et comme ce que disait Franck, nous, on reste étudiants. Sur le papier, c'est tout beau, tout rose. Mais après, en réalité, sur le terrain, c'est plus compliqué à mettre en place qu'en restant sur le papier. C'est notre point de vue à nous. D'accord, donc ce sont plus des réponses théoriques comparées aux réponses rouges des professionnels qui sont dans l'opérationnel. Et la vraie vie professionnelle faite de taxes, de réglementation, de ZFE. Disons que nous, on a plus la vision théorique de ce qu'on voit tous les jours, tandis que vous, les professionnels, vous voyez tout ce qui est sur le terrain directement. Du coup, on ne peut pas vraiment se faire une idée à l'avance. C'est pour ça. Concernant le classement par ordre d'importance des actions les plus impactantes dans la transition écologique d'une supply chain, sans grande surprise, on voit la décarbonation des transports. Mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est que nous sommes sur Top Logistique et je vois que le pilotage de la chaîne logistique arrive en bon dernier. Est-ce que vous avez une explication, étudiants et professionnels ? Alors moi, effectivement, c'est pareil. J'étais très surprise de ce résultat parce que le pilotage de la chaîne logistique, en fait, la logistique, c'est pas que le transport. Et souvent, il y a un peu quand même une analogie. On dit la logistique, c'est le transport. Et donc, ce qui est important dans le pilotage de la chaîne logistique, quand on parle de produits, etc., c'est la supply chain, c'est depuis la création du produit. Donc après, quand on parle des emballages, etc., depuis la création du produit jusqu'à effectivement la distribution, mais il y a toute la partie production qu'il faut prendre en compte. Et là où effectivement la décarbonation, il y a énormément de travail à fournir sur cette partie-là. Et quand on regarde au niveau des transports, même si ça représente une grosse partie de la décarbonation, on se rend compte que tous les autres éléments de la supply chain sont très très prépondérant dans toute la partie de décarbonation et entre la création du produit. Donc ça veut dire qu'il y a du potentiel aussi dans le pilotage, mais il est sous-estimé, il est sous-évalué. Il est sous-évalué. Mais parce que c'est un peu, je pense, général, quand on parle pilotage de la supply chain, c'est un peu général, quoi. Qu'est-ce qu'on voit dans le pilotage Et je reviens juste sur ce que dit Virginie. C'est-à-dire que tous les items qui sont classés au-dessus font partie du pilotage de la chaîne logistique dans sa chaîne de valeur globale. Et je pense que les personnes interrogées ont cette réflexion et donc ont classé des items un peu plus spécifiques. Donc par rapport, on va quand même parler du sujet number one, la priorité, c'est la décarbonation des transports. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet ? Ça va assez vite, pas assez vite, parce qu'en transport routier de marchandises, les émissions de gaz à effet de serre, contre toute attente, elles augmentent. Je vais prendre la parole étant Franck. directeur d'une société de transport connue essentiellement pour sa partie transport. Alors effectivement, on aimerait aller aussi un peu plus vite sur pas mal de sujets. L'AE qui est présent ici propose aujourd'hui des solutions innovantes. On voit qu'il y a un virage stratégique qui a d'être pris entre des énergies un peu plus propres telles le B100 ou l'électrification des parcs, le rail route qui est proposé par des prestataires qui sont présents ici. Ça va jamais assez vite. Aujourd'hui, on a des problématiques qui sont lourdes, qui sont pressantes. Il y a une transition qui se met en place tranquillement, mais pas assez rapide aujourd'hui, malgré que les solutions continuent d'émerger et surtout elles évoluent assez rapidement. L'électrification d'un parc, il y a encore 2 ans et demi, 3 ans, on parlait de 400 km d'autonomie pour un poids lourd électrique. Aujourd'hui, on parle de 600. Donc ça va très vite, ce qui fait aussi que... Ça va très vite, ça va très loin. Exactement. Et c'est très bien comme ça, il faut que ça continue surtout. Frédéric ? Oui, pour la décarbonation, on voit que le réglementaire en fait a toute son importance. Sans le réglementaire, je pense qu'on n'en serait pas à ce niveau-là. Travaillant pour l'entreprise équipementier de rang 1 pour l'automobile, en fait, on voit les côtés positifs et négatifs de cette décarbonation. Le premier, pour les constructeurs, par exemple, nous, équipementiers de rang 1, aujourd'hui, on n'utilise pratiquement plus de carton, ou très peu. Donc, on utilise vraiment des packagings qui sont retournables. Donc, on a une boucle vertueuse à ce niveau-là. On utilise soit des packagings métal, soit des bacs plastiques qui sont retournables. Réutilisables. Et donc, à ce niveau-là, ça fait peut-être 20 ans que l'automobile est dans ce mode
de réflexion. Alors après, il y a la décarbonation, c'est le réglementaire qui s'est mis en place petit à petit depuis les années 2000. Mais il y a aussi qu'on commence à venir sur le réglementaire et que les entreprises sont obligées de se pencher sur la décarbonation. Ils commencent à y travailler vraiment, à mettre les moyens et à voir que finalement, cette décarbonation, c'est aussi un levier financier sur lequel il peut y avoir des gains. Mais avant, on ne s'y intéressait pas. Donc c'est une nouveauté. À côté de ça, on parle toujours, on le disait, coût, délai, réactivité. Le pendant, c'est que on parle de réactivité, de délai. Il y a 20 ans, on parlait également de délai. Mais le délai, c'était d'assurer le délai. Maintenant, on n'assure plus le délai, on veut un délai rapide. Et là, c'est toute la balance qu'on peut avoir avec une automobile qui se veut un peu vertueuse. Et d'un autre côté, il faut être à l'heure, à tout moment. Et si vous n'êtes pas à l'heure, vous mettez des avions, des hélicoptères, des taxis en place. Et ça, pour la décarbonation, c'est pas forcément le meilleur. Là, c'est la schizophrénie. Je vais juste rebondir sur ce que dit Frédéric. C'est très important. Donc, on a parlé du réglementaire un peu avant. Frédéric se dit aujourd'hui, on parle des délais, encore aujourd'hui, qui s'accélèrent. Et il y a un item qui est soulevé, c'est la sensibilisation des clients finaux. Aujourd'hui, ces chaînes vertueuses sur lesquelles on souhaite aller, c'est des partenariats aujourd'hui. On ne peut pas travailler le prestataire logistique ne peut pas travailler tout seul, le client final ne peut pas travailler tout seul. C'est vraiment une chaîne de valeur et c'est en ayant du réglementaire, une sensibilisation des clients finaux sur toute la chaîne qu'on arrivera justement à prendre ce virage-là. Alors, vous parlez de la sensibilisation des clients finaux. 22 côté professionnel, 13 côté étudiant. C'est pas un sujet ? Pour réagir à ça, en fait, ce que je suppose au niveau des étudiants, c'est qu'entre guillemets, excusez-moi l'expression, c'est que depuis petit, on est bassiné avec la transition écologique. Et du coup, dans notre quotidien, on le met en place depuis petit. Donc pour nous, ça paraît moins logique de sensibiliser les clients parce qu'on l'a déjà été plus jeune. Alors peut-être pour les anciennes générations, entre guillemets, il est nécessaire de sensibiliser les clients finaux, mais peut-être un peu moins pour les nouvelles générations. Et alors, toujours sur le sujet de la formation des collaborateurs à la transition écologique, on voit un petit écart de perception. Pour vous, étudiants, il faut mettre le paquet sur la formation à la transition écologique ? Pour nous, on pense que les collaborateurs, en prenant le résultat du questionnaire, sont majoritairement importants parce qu'en fait, pour nous, les collaborateurs sont directement sur le terrain. C'est eux qui ont un impact final sur ce qui se passe dans l'entreprise. Et même si le patron tout en haut dit oui, il faut faire des améliorations, on met ça en place, mais si derrière les collaborateurs ne sont pas sensibilisés et n'ont pas envie de le faire, aucune action ne sera menée. Oui, donc c'est la politique des initiatives, des petits pas et retenir chaque action. J'aurais voulu qu'on se penche sur la troisième affirmation. Le manque d'accès à des technologies fiables ou adaptées limite la capacité à réduire l'impact environnemental de la supply chain. Les professionnels, vous êtes 52% à dire vous êtes d'accord, oui, ça limite l'impact, la capacité à réduire l'impact. Les étudiants sont 75% à être d'accord. Comment vous expliquez cet écart de perception entre les générations sur ce sujet, Franck ? C'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que nous, professionnels, on voit quand même que ça évolue dans la réponse. On dit que seulement 52% sont d'accord. C'est peut-être aussi que les technologies que nous, on vit au quotidien sont de plus en plus fiables et nous donnent des informations de plus en plus pertinentes. Oui, parce que vous avez... Je veux pas être insolente. Loin de moi cette idée. Mais vous avez connu les époques où il y avait beaucoup moins de technologies. Effectivement. Alors, pour ma part, je suis pas encore très très vieux, mais ça évolue très vite. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en 2 ans, aujourd'hui, les indicateurs qu'on a, c'est une petite pique pour Frédéric. Les indicateurs qu'on a aujourd'hui évoluent quotidiennement. On a des technologies qui évoluent aussi très rapidement, qui nous donnent des données de plus en plus fiables et on s'en rend compte, qui permettent de driver aussi par derrière toute cette logique un peu plus vertueuse. Virginie. Sur la partie des technologies, alors effectivement, on a beaucoup évolué dans les technologies, je peux dire pour mon vieil âge, mais aujourd'hui, en fait, la problématique, c'est plus l'accès aux données. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on récupère énormément de données, mais on ne sait pas bien les traiter, donc ce sera la transition pour le sujet d'après. Mais effectivement, c'est d'utiliser à bon escient ces données et de savoir bien les capter, bien les stocker et bien les utiliser. Et bien les manipuler. Ouais. Et ça, effectivement, et là, par contre, je pense que la formation et les jeunes, ce sera à vous de faire tout ça. Votre analyse des réponses ?
Oui, c'est un axe important pour les entreprises, mais en même temps, pour les petites structures de transport ou autres, mettre en place des tracteurs électriques ou des tracteurs à l'hydrogène, ça fait changer tout le parc, changer même les installations des bornes électriques et tout ça. Ça reste quand même un impact financier énorme pour les petites structures et elles ne sont pas toutes capables de mettre ça en place. Ouais. Sur les grosses entreprises, oui, peut-être plus facile de faire un effort, mais les petites structures, ça reste entre guillemets un gouffre financier pour eux. Oui. Alors, j'aurais voulu savoir quelles sont les bonnes pratiques justement que vous avez mis en place dans chacune de vos entreprises. Des petits exemples concrets. Anne-Claire, Dacio. Étant dans le secteur de l'aviation, si on prend notamment l'aviation d'affaires, on a le carburant durable, donc dit SAF, Sustainable Aviation Fuel. La législation aujourd'hui impose que le carburant des avions d'affaires soit composé à minimum de 2% au niveau d'un carburant durable. On a certains jets d'affaires aujourd'hui, on est plutôt sur une composition de 30% issue d'un carburant durable. On a un objectif chez Dassault de passer à 50% pour les Falcon. Et si on prend le Falcon 10X, qui sera le prochain avion à être sur le marché dans quelques années, on a l'objectif d'avoir 100% du carburant à être au carburant durable. Donc carburant durable, on parle par exemple d'huile de cuisson usagée qui permettent de faire voler l'avion. C'est imposé par la réglementation française et européenne. Donc, c'est la Fuel EU, la directive sur les carburants qui s'applique aux compagnies voilà, aériennes. Exactement. La France s'est alignée sur la législation européenne. Donc aujourd'hui, c'est 2%. Ça peut évoluer dans les prochaines années. Nous, pour le moment, avec 30% et 50% prochainement, on a quand même une marge et cet objectif de 100% pour le prochain avion. Chez Rouxel Chez Rouxel, on va parler de deux types. On a la partie transport, effectivement. On a de l'énergie propre, j'en parlais tout à l'heure, mais la grosse présence du B100 aujourd'hui, qui sont des solutions qu'on propose pour sortir un peu du diesel. On a l'électrification du parc qui arrive avec des nouveaux véhicules qui sont livrés avec des partenaires qui sont Mercedes et Renault qui nous livrent nos premiers camions cette année. Avec la mise en place, et on parlait des clients tout à l'heure, des lignes régulières envers nos clients. C'est toute une complexité encore de déployer cette solution-là, l'électrique. Je le rappellerai, on a fait une étude sur notre parc aujourd'hui. On va dire 1% de notre parc qui est éligible à l'électrique aujourd'hui. Et puis on a d'autres actions sur la partie préparation de commandes, entreposage. Aujourd'hui, on prépare beaucoup de commandes dans le gel, qui est un milieu très énergivore, parce qu'il faut refroidir les entrepôts à moins 25. On déploie beaucoup de photovoltaïque. Pareil, c'est un peu l'hérésie aujourd'hui où on essaye de faire la transition écologique. On a des remparts après derrière, assurance et autres, qu'on essaye de contourner. Mais voilà, il y a des plans d'action qui sont mis et qui se déploient assez vite. Et chez Moltex, vous nous avez parlé des emballages. Alors les packaging, on va rester dessus. Justement, actuellement, j'ai un stagiaire, Thibaut Guillard, qui est en master à Leslie. Donc j'ai pris une différence de 20 ans à peu près, 25 ans même de génération. Et ça se passe bien ? Ça se passe pas trop mal. On se comprend pas toujours sur les blagues, mais sinon ça se passe bien. Typiquement là, on avait sur les packaging, quand les clients ne sont pas en capacité de nous livrer les packaging attendus pour une rupture de livraison, en fait on utilise du carton. Et on utilise beaucoup de carton dans ces cas-là. Et dans l'automobile, c'est très normé. Les standards sont très bien fixés. Ce qui fait qu'on utilisait différents types de cartons. À 3 cm près, on était sur des cartons qui étaient... on avait 5-6 références de carton. Aujourd'hui, en fait, en travaillant avec nos constructeurs, donc avec nos clients, même avec l'automobile, malgré la pléthore de constructeurs, on arrive quand même à trouver un standard qui, pour nous, permet de réduire par 3 notre consommation de carton. Donc aujourd'hui, j'ai Thibaut, qui est l'alternant, qui en un an, sur son travail, va économiser 70 000 euros de carton. Et je ne parle que de la partie ressources carton, mais il y a aussi la partie recyclage du carton et la partie flux logistique qui amène aussi des dépenses. Donc voilà, au niveau de l'automobile, ce qu'on peut faire au niveau de la partie décarbonation. Merci. Je vous propose de passer à la deuxième séquence qu'avait teasé Virginie sur l'intelligence artificielle. Thibaut, Edgar, je vous laisse présenter les résultats du questionnaire. Donc, de même que pour la transition écologique, nous avons fait pareil pour l'IA. On a 3 affirmations. Donc, la première, c'est l'IA représente plus d'opportunités que de menaces pour les supply chains. Ici, on peut voir que les professionnels et les étudiants sont plutôt d'accord. Bon, il n'y a que 10 points de différence, ce qui est très peu. Donc 92% sont d'accord pour les professionnels et 81% pour les étudiants.
En deuxième affirmation, nous avons le développement de l'IA contribue à accélérer la transition écologique des supply chains. Ici, on peut voir que les professionnels ne sont que 41% à être d'accord, tandis que les étudiants sont à 67%. Et enfin, en dernière affirmation, nous avons les bénéfices environnementaux apportés par l'IA dans la supply chain compensent les impacts liés à sa consommation énergétique. De même que pour la première affirmation, on peut voir que les professionnels et les étudiants sont assez d'accord. Donc 30% pour les professionnels et 31% pour les étudiants. Sur la partie droite, sur le graphique, c'était un type de question où pareil, il y en avait 6 propositions. On a retenu que le top 3 qui était le plus pertinent. La question était: dans quel domaine les entreprises doivent intégrer l'intelligence artificielle au cours des 2 premières années? On avait comme proposition les 3 qu'on a retenus: la planification, approvisionnement, production, exploitation et transport et entreposage. On remarque que sur la planification et l'approvisionnement, les professionnels comme les étudiants classent ce domaine-là en première position, en grande majorité pour les deux. Et ils se rejoignent à peu près en accord pour les 2 autres propositions qui sont la production et l'exploitation et le transport et l'entreposage, où là, on peut quasiment regrouper les 2 thèmes en même temps avec à peu près les mêmes proportions. Merci beaucoup. Alors, moi, j'aurais voulu qu'on revienne sur la première affirmation. L'intelligence artificielle représente plus d'opportunités que de menaces pour les supply chains. 92% des professionnels sont d'accord avec cette affirmation, seuls 81% des étudiants, donc gros consensus. Et alors moi, j'avais une grosse idée reçue. Je pensais que les professionnels estimerait que c'est une menace. Or, pas du tout. Comment vous expliquez que finalement, vous, en tant que pro, vous la considérez, l'intelligence, comme une opportunité ? Alors, je pense que tout d'abord, c'est une belle opportunité dans le sens où ça nous permet de collecter énormément d'informations et surtout de pouvoir les exploiter. Après, le côté menace, peut-être, viendrait du fait, pour certaines personnes, de ne pas savoir jusqu'où peut aller l'IA, la portée qu'elle peut avoir. Après, c'est comme tout, on a des données et il faut savoir s'en servir, savoir tirer le bon renseignement. Je pense, sur ce point-là, les professionnels, on commence, on est encore au début de l'IA, mais on commence à savoir vraiment s'en servir et à obtenir les informations, exploiter les informations. Alors moi, effectivement, je pense que les professionnels, dans les opportunités, c'est que quand on parle de supply, on parle, comme je disais hier, de flux physique et de flux d'information. Et en fait, dans le flux d'information, aujourd'hui, l'IA elle va permettre de beaucoup mieux gérer cette information. Et donc, de quelque part, parce qu'aujourd'hui, les données qui ne sont pas exploitées pour la supply, ça coûte cher de récolter des données et donc le fait de ne pas les exploiter pour la supply chain, globalement, c'est une perte d'efficacité. Donc demain, de pouvoir vraiment les exploiter et de s'en servir pour faire des modèles, quelque part, ça permettra, je pense, une bonne évolution au niveau de la supply. Je rebondis juste sur ce que dit Virginie. Il faut savoir que dans la supply, c'est un monde en mouvance. Et par contre, on a des outils, des systèmes d'information qui sont très robustes. Donc c'est une dissonance. On a des milieux très vivants, mais par contre, on a des systèmes aujourd'hui qui captent de l'information, des ERP, des WMS, qui sont des systèmes très robustes. L'IA, ça vient apporter des opportunités pour justement apporter de la flexibilité à ces outils et réussir aller chercher cette flexibilité en lien avec nos activités. Et ça fait du bien vraiment à tout le monde pour les éditeurs et autres. Donc vous n'avez jamais eu de crainte quand on a commencé à parler d'IA, peur pour nos emplois? Non, vous, ça n'a pas été... Alors, je pense que vous êtes tombé sur les bons professionnels qui sont plutôt positifs. C'est comme tout changement de rupture technologique. Alors, maintenant que je suis vieux, je peux en parler. Moi, j'ai connu, à la fin de mes études, je n'avais pas Internet, ou pratiquement pas. Donc c'est vrai que le bon technologique Internet, on le voyait déjà comme un risque ou une opportunité. Bon, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités, mais bien sûr qu'il y a aussi des risques. Tout dépend ce qu'on en fait. D'accord, collectivement, ce qu'on va faire de ça. Séparé après pour le domaine de la supply, on est arrivé sur les ERP. Et les ERP, de la même façon, ils ont apporté une très grande efficacité, une très grande efficience, pour peu qu'on les utilise avec notre intelligence. Encore une fois, il y a beaucoup d'ERP, beaucoup d'entreprises où j'étais consultant,
C'était garbage in, garbage out. Donne-moi n'importe quoi, je te sortirai n'importe quoi. Et on laissait le système décider, tout allait bien. Mais par contre, qu'on utilise correctement les données, qu'on sait bien paramétrer, qu'on y met de l'intelligence et qu'on décide à la fin du résultat en disant oui, il est pertinent ou pas, c'est une vraie source d'efficacité et d'efficience. J'aurais voulu... Vous voulez ajouter ? Non ? J'aurais voulu qu'on se penche sur les deux affirmations liées au développement de l'intelligence artificielle et la transition écologique. Donc, le développement de l'IA contribue à accélérer la transition écologique des supply chains. 67% des étudiants sont d'accord, 41% des professionnels sont d'accord. Les bénéfices environnementaux apportés par l'IA dans la supply chain compensent les impacts liés à sa consommation énergétique. Thibaut. Pour la première affirmation, on suppose qu'en fait l'IA on peut utiliser dans tous les domaines dans la supply, notamment dans les transports où l'IA peut permettre une optimisation des tournées par exemple. Donc par conséquent une réduction du nombre de kilomètres faits par les camions et donc une réduction des gaz CO2. En plus, on suppose aussi que les camions peuvent être mieux remplis avec l'IA, avec un meilleur taux de remplissage. Donc plus de colis, dans un camion. Et même c'est bénéfique aussi pour l'entreprise niveau chiffre d'affaires. On en met plus dans le même espace, donc c'est toujours mieux, ça fait moins de dépenses. Et pour la deuxième partie aussi, il existe des IA vertes. Je ne sais pas si Edgar, tu veux rajouter quelque chose ? Il existe l'IA frugale, c'est toutes les IA qui consomment beaucoup moins d'énergie, donc beaucoup moins de ressources en eau, ressources énergétiques, ressources électriques. Donc ces IA, elles sont un petit peu plus nouvelles, donc il faut encore faire de la recherche dessus, mais ça reste quand même un bon développement pour l'IA. Une réaction par rapport à IA, transition écologique, Virginie ? Sur les bénéfices environnementaux apportés par l'IA, le problème quand même aujourd'hui de l'IA, c'est le stockage des données. Enfin, les data centers, ça consomme énormément, il faut les refroidir. Donc, effectivement, et au niveau, c'est très énergivore. Alors après, effectivement, je pense qu'on pourra faire évoluer vers des choses plus vertes, mais pour l'instant, c'est quand même très très énergivore. Et demain, je pense que les data centers en France, il n'y en a pas encore énormément, mais demain, ça sera en fait comme de l'optimisation de stock qu'on fait aujourd'hui. Il faudra faire de l'optimisation de stock de données. Je pense qu'on arrivera dans ce même c'est une bonne suggestion. On sera de toute façon obligé. On est submergé. Plutôt que de stocker des produits, on va stocker des données. Donc, il faudra aussi avoir la même philosophie en termes de gestion des stocks. Et sur la première, développement de l'IA contribue à accélérer la transition. Oh non, c'était la même. Oui. Je rejoignais vraiment Virginie. Allez-y, et je pense qu'aujourd'hui, ce qui reste, c'est qu'en tout cas actuellement, l'IA est pas utilisée pour la transition écologique. C'est surtout qu'aujourd'hui, elle est utilisée pour aller chercher de la donnée encore. On n'a pas encore cet aspect de recherche, ça viendra peut-être avec le temps. Mais à l'heure actuelle, je pense que réellement, ça a plus un impact négatif sur la transition écologique. Il faudra bien savoir l'utiliser par la suite. Virginie ? Par rapport à ce que vous disiez, qu'effectivement, ça permettra de mieux remplir des camions, etc. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la demande du client et la demande, entre autres, quand on fait du B2C, du consommateur qui veut livrer rapidement n'empêchera pas de mettre une palette dans un camion et de livrer le consommateur parce qu'il a acheté du 24 heures. Donc, et ça, par contre, l'IA, il ne pourra pas faire grand-chose et il faudra aussi penser, parce que dans la supply, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'humains et l'IA ne remplacera pas toute ce bon sens, je dirais, en termes de consommation par les clients finaux. Oui, et l'achat compulsif est irrépressible et le clic et le e-commerce. Et le e-commerce.
Quel regard vous portez sur les trois histogrammes qu'on voit là, sur le top 3 des domaines de la supply chain dans lesquels les entreprises doivent intégrer, selon vous, l'intelligence artificielle au cours des 2 prochaines années? Donc vous n'avez pas tout à fait le même point de vue, 60% les étudiants et 40% les pros. Planification à pro, pour vous, l'IA, c'est capital? Je vais peut-être dire quelque chose, les professionnels en diront plus après, mais peut-être que sur ce domaine-là, c'est l'endroit où on a le plus de données que l'IA peut traiter derrière. Sur la partie planification approvisionnement, c'est peut-être le domaine le plus facile de récolter des données, et là où l'entreprise en a le plus grâce aux ERP. Oui, là-dessus, je te rejoins. Effectivement, par exemple, dans mon cas, la partie planification, donc on va recueillir notamment des informations des avions pour anticiper au niveau des maintenances, pouvoir changer les pièces avant que celles-ci ne cassent ou que l'avion tombe en panne. Donc toute cette partie de planification, du moins d'anticipation, on peut la faire facilement grâce à l'IA. Et donc, évidemment, vont en découler la gestion des approvisionnements plus en amont. Donc, de mon côté, oui, la partie planification et approvisionnement, là, quand on voit dans le graphique qui arrive en top 1. Chez Dassault, elle est en service depuis combien de temps sur la planification? Alors, planification, du moins la partie avec les maintenances prédictives, c'est en cours, c'est assez récent. Pour le moment, on le fait avec un seul client. Donc, c'est pas encore totalement au point, mais voilà, on le développe. Et après, on utilise également, nous plutôt, l'IA pour travailler sur les matériaux des avions, pour les rendre plus légers et, in fine, moins consommés. Pour le moment, c'est les 2 gros axes de travail que l'on a grâce à l'IA. Donc, c'est de la R&D pour l'instant? Oui, exactement. On est beaucoup sur une grosse phase de R&D et on espère dans les prochaines années que ça va aboutir et permettre de bien réduire les émissions. Franck? Sur l'IA, alors quand on dit planification, il y a toute la partie amont où on utilise beaucoup l'IA, c'est dans les prévisions des ventes, qui sont une grosse partie aussi de la supply. Et effectivement, l'avantage de l'IA, c'est que ça va traiter très rapidement des données. Et donc, sur la partie prévision en général, on a beaucoup de données qui sont intéressantes. Sur la planification, je dirais que c'est pas forcément. Alors peut-être que dans la planification, vous mettez ordonnancement, parce que dans l'ordonnancement de production, là, pour le coup, je trouve que ça sera beaucoup plus important d'utiliser l'IA, parce qu'on a des modèles qui sont assez répétitifs. Et donc, on pourra assez facilement mettre en œuvre sur des parties hors d'eau. Non. Bon, on peut continuer parce que l'heure tourne très très vite quand on parle d'IA. Je me tourne vers le public. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? J'avais une question pour vous, les professionnels, lors de votre... Ah oui, pardon. Moi, c'est Amélie Quatrevaux et je suis étudiante à l'ESLI avec mes camarades. Et donc, j'avais une question, c'est lors de votre entrée sur le marché du travail, est-ce que vous aviez autant cette préoccupation environnementale? Très tôt, on l'a eu. On a eu de la chance, on a fait une bonne école, du coup, on a été plutôt staffé dessus. C'est des enjeux, en tout cas à mon niveau. Je suis sorti de l'école il y a bientôt 7-8 ans. On l'avait déjà. C'était déjà une préoccupation qui était importante. On y réfléchissait déjà. Il y a des événements qui font qu'aujourd'hui, ça s'accélère. On sent quand il commence à faire des 40 degrés en Bretagne, les gens commencent à se poser des questions. Il y a des événements qui font que ça s'accélère. Il y a malheureusement aussi des événements dramatiques. Donc les questions s'accélèrent aujourd'hui et les réponses aussi. Donc tant mieux. Mais il faut, le virage, il n'y a rien de se prendre vraiment à 90 degrés. Je suis obligé de répondre parce que là, on est plutôt du côté des étudiants professionnels. Du côté des vieux, donc moi ça fait plus de 25 ans, donc la télé était presque en noir et blanc. Donc non, à l'ESLI à l'époque, c'était pas une préoccupation pour être très franc. On était quand même sur la supply chain, la qualité on connaissait, les coûts on connaissait, mais les délais
C'était quand même assez récent pour les grosses entreprises. Donc moi, j'ai commencé ma carrière dans une entreprise de ST Microelectronics qui était mondiale. Donc on commençait à parler d'environnement durable, des choses comme ça, mais dans beaucoup de sociétés, c'était pas la préoccupation. C'était vraiment les délais, au niveau de la supply en tout cas. Virginie ? Après, aujourd'hui, les modes de consommation ont beaucoup évolué. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on en parlait moins. Mais par contre, la partie décarbonation, enfin la partie globale environnement, c'est quand même très lié au coût de la supply chain. Et donc ça, comme la supply chain, c'est quand même la maîtrise et la réduction globale des coûts, on le prenait en compte sans appeler ça forcément effectivement environnement. Mais c'était pris en compte. Enfin, moi, pourtant, ça fait très longtemps, mais je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler dans le transport, l'objectif, c'était, et je faisais que de l'international, et l'objectif, c'était toujours de remplir les camions au maximum, alors, au niveau rentabilité, mais aussi au niveau environnement. Et après, en gestion de prod, tout ce qui est planification, etc., on avait toujours cette notion de, effectivement, environnement, mais qui était très relié au coût. En fait, on disait, effectivement, si on consomme moins d'eau, si on consomme moins d'électricité, etc., ça va coûter moins cher. Donc, on travaillait, en fait, la chaîne logistique pour réduire les coûts et, du coup, réduire aussi tout ce qui était une nuisance environnementale. Donc, il y avait de la mutualisation aussi, amélioration du remplissage des camions, mais on se parlait, on se téléphonait, il n'y avait pas... Oui, bon, ça, à la limite, je dirais, c'est plutôt l'amélioration. Parce que oui, tout à fait. C'était, là, au départ, c'était un peu compliqué, mais non, mais je veux dire, l'environnement, c'est quand même très lié au coût, quoi. Donc, Et pour ma part, je rejoins Franck, étant diplômée depuis moins de 2 ans. J'ai, pendant toute ma formation, eu déjà une sensibilisation au sujet de la décarbonation, avec notamment des cours sur l'économie circulaire. En fait, en arrivant sur le marché du travail, on a déjà ces connaissances et on y est sensible et on essaye d'apporter ça en entreprise avec, par exemple, d'autres collaborateurs qui, eux, n'ont pas forcément eu les cours et qui l'ont, entre guillemets, pas découvert, mais... arriver plus tard. Et donc, c'est aussi intéressant d'échanger les différences de points de vue et de formation que l'on peut avoir eu sur le sujet. D'autres questions ? Oui ? Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci, je suis Elodie, le provo de Bretagne Supply Chain. Je suis hyper intéressée, hyper étonnée par les résultats avec plein de réponses où les gens sont finalement entre professionnels ou entre étudiants plus pas d'accord, c'est pas très français, mais voilà, que finalement entre générations. Et je sais pas si c'est une question, si c'est en lien avec la question spécifique ou si c'est que vous avez, vous, des points de vue éclairés à l'ESLI et qu'il y a d'autres professionnels qui n'ont pas ces points de vue-là. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, Elodie. Quand je les ai vus, moi, j'ai été étonné aussi des réponses qui ont été données. Je te rejoins. J'avais pas tout à fait les mêmes points de vue, mais comme quoi, c'est aussi peut-être effectivement des entreprises dans lesquelles on a été, des choses qu'on a pu voir au quotidien qui font que ça évolue, ça change aussi. Il y a vraiment, je pense que l'intégration dans une entreprise qui a des valeurs aujourd'hui sur lesquelles, des valeurs écologiques, ça peut transformer un point de vue et voir les choses en tout cas différentes, autant sur l'IA que sur pas mal de choses. D'autres questions ? Moi, j'en ai une. Flux de marchandises, flux d'informations, trop d'informations. Virginie le disait, beaucoup trop de data. Moi, en tant que journaliste, je suis des fois au contact de transporteurs qui disent, mais des fois, on se fait allumer par des clients parce qu'on n'a pas délivré on n'a pas donné la bonne information sur Internet, alors qu'on a livré la marchandise. Quel est votre point de vue sur le sujet ? Où va-t-on ? Franck ? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est impressionnant comme la valeur de la data est bien plus importante que la valeur de la marchandise. Mieux vaut transmettre de la bonne information que la bonne marchandise. On en est arrivé là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui,
ce qu'on explique, c'est que c'est une chaîne de valeur. Et la clé de la chaîne de valeur au-dessus, c'est la donnée. Et toute l'organisation va se faire sur de la donnée. Donc aujourd'hui, on préfère avoir une donnée fiable et pertinente que d'avoir au final la livraison des fois d'une palette ou d'un colis ou de plein de choses chez le client final qui va pas. On préfère se dire on s'est trompé, mais par contre on a remonté l'information proprement qu'on s'était trompé. C'est un peu la folie. C'est un peu paradoxal. Ouais, c'est l'hérésie aujourd'hui. Des fois, ça a un non-sens. Nous, on comprend pas des fois, mais il faut comprendre vraiment cette gestion de la data qui devient la clé des entreprises. Et ils ont besoin. Aujourd'hui, on a tous besoin d'avoir une donnée fiable en entrée pour prendre des décisions par la suite. Et on voit bien que ça devient la clé, malgré effectivement certaines hérésies après derrière. Je suis sûre que Virginie, elle a son point de vue. Non, mais en fait, ce qu'on voit souvent, c'est que on fait de la supply chain sur les flux physiques, mais on fait pas de supply chain dans les data. Donc, en fait, très souvent, les data ne sont pas bien organisées ou elles sont pas organisées du tout. Donc, effectivement, on a des systèmes d'information qui récoltent énormément de data, mais derrière, comme on les organise pas bien, effectivement, on va avoir quelque chose qui va pas être bien transmis et surtout, on va pas forcément bien les utiliser pour améliorer notre supply chain. Et je pense que quand on parle de supply, et tout à l'heure je disais ça pour la gestion des stocks, mais quand on parle de supply, demain il faudra parler de supply des données, parce que on a vraiment besoin de mettre en place des systèmes d'organisation de la donnée pour qu'elle puisse être mieux utilisée, répondre aussi à des attentes et surtout améliorer la supply. C'est ce qu'on appelle aussi le nettoyage de la donnée en langage informatique, non ? Ouais, alors le nettoyage de la donnée, c'est sûr qu'il faut nettoyer les données, mais il y a des données qui sont erronées. Oui, c'est ça. Il faut bien sûr nettoyer, mais ça, je pense qu'il faut toujours l'avoir fait. Mais il faut surtout bien l'organiser, parce que effectivement, des données de transport, c'est très important. Mais effectivement, moi, quand je vois aujourd'hui, par exemple, la gestion des prises de rendez-vous, où on met des rendez-vous toutes les 3 minutes sur certaines plateformes, etc. Eh ben, je suis désolée, c'est un manque de maîtrise de la donnée et un manque d'organisation de la donnée pour effectivement derrière avoir une supply chain qui soit vraiment efficiente, quoi. Est-ce que ces différences de vision sont un frein ou une richesse pour travailler ensemble à l'avenir ? C'est forcément une richesse, parce que nous, on peut apporter un œil nouveau aux professionnels les plus anciens et inversement, eux ont beaucoup à nous apprendre sur ce qu'ils ont déjà vécu pendant leur carrière. Anne-Claire ? Là-dessus, je rejoins totalement. Étant arrivée récemment en entreprise, en tant que jeune, on a un regard nouveau. Les collaborateurs avec un peu plus d'ancienneté ont l'expérience. Donc justement, on peut parfois aller dans de nouvelles voies. Justement, parfois, ils ont pu explorer certaines voies qui n'aboutissaient pas. Nous, on peut aussi dire, bon, ok, peut-être que ça n'a pas fonctionné, mais aujourd'hui, le contexte est différent. Ça vaudrait le coup de réessayer. On a de nouveaux éléments. Donc, je pense justement de pouvoir échanger ces points de vue sur différents sujets. C'est une réelle richesse. On apprend des uns des autres. Ce serait forcément moins intéressant si on avait tous exactement le même parcours, le même avis, la même expérience. Et plus il y a de diversité, et plus c'est enrichissant. Donc c'est ça, c'est la richesse naît de la diversité, enfin la diversité provoque la richesse. Comment manager, peut-être pour Frédéric, une équipe intergénérationnelle quand les visions diffèrent ? Quand les visions diffèrent. Quand les visions diffèrent. Quand ils ont diffèrent. Alors, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est vrai que l'avantage quand on est jeune, donc déjà, on suit toutes les nouveautés. On a les réseaux neuronaux qui fonctionnent à plein jusqu'à 25 ans. Je rappelle qu'après 25 ans, ça décroît. Donc faites attention, ça va très vite. Donc évidemment que cette bouillonnance de la jeunesse, elle est très importante parce que c'est eux qui vont faire des essais, qui vont se tromper, alors que les plus anciens vont plutôt être sur la réserve avec toute leur expérience pour dire non, là j'y vais pas, ce que disait Anne-Claire, j'y vais pas, je me suis fait avoir. D'un autre côté, j'y vais pas, mais le contexte a changé et puis je suis peut-être plus en capacité de reprendre le contexte qui a évolué. Donc c'est bien d'avoir cette chose-là. Et donc la diversité, je le vis quand même régulièrement avec mon étudiant, mais j'en ai eu beaucoup, mais de Leslie. Alors, manque de bol, c'est quelqu'un qui est plutôt assez mature, donc on se retrouve assez sur les thématiques. Mais ce qui est intéressant en fait au niveau intergénération,
c'est vraiment la températion, je trouve. C'est que celui qui a vécu, il a quand même cette expérience qui permet de dire, attends, ok, il y a plein de choses qui se passent, ok, cool, arrête de traiter de la donnée, sors un peu tête de l'eau, prends du recul, et tu vas voir, ça va bien se passer. J'ai eu l'exemple avec Thibaut, il a travaillé sur un sujet pendant 10 jours, et au bout de 10 jours, on dit, bon, finalement, la stratégie, elle change complètement. Pouf, à 180. Et alors là, pour un jeune, mais non, c'est pas possible, je travaille 10 jours. 10 jours pour un jeune, c'est exceptionnel maintenant. Travailler 10 jours sur un sujet, ça n'existe plus. Ils sont plus concentrés, ils sont sur le portable. Et donc, quand on en est là, c'est vrai que les jeunes, ça bug. À un bout d'un moment, c'est, non, mais j'ai pas fait 10 jours pour rien. Et ça veut dire, attends, t'as pas fait 10 jours pour rien, t'as appris. Et maintenant, on est en train de changer. Tu vas reprendre les données que tu as et tu vas pouvoir t'enrichir et tu vas pouvoir changer à 180 degrés. Et donc, en fait, ça, je trouve que cette expérience plutôt d'anciens, on arrive à l'amener aux jeunes. Et puis, les jeunes, c'est bien qu'ils nous poussent un peu dans notre dernier tranchement. Ce qui permet nous aussi de dire, attends, oui. Et c'est pour ça que moi, je m'entoure de jeunes, parce que, de jeunes, je ne suis pas non plus un dinosaure, mais ça nous fait vraiment réfléchir. Et vous voyez, très franchement, l'IA, moi, quand j'ai commencé l'IA, c'était pour faire des trucs animés, pour faire rire les copains. J'en étais pas à traiter de la donnée. Hein. C'était de la donnée pour comprendre ce que c'était l'IA. Donc voilà, donc c'est ça, ce regard international qui est intéressant et c'est bien qu'on se confronte un peu parce que c'est ça qui fait évoluer les jeunes comme les plus anciens. Bonjour, Xavier Roux, donc je suis directeur supply chain monde du groupe Avril et je suis aussi président des alumni de l'ESLI. Je vais poser une question plutôt aux jeunes sur le panel. En fait, j'ai peut-être mal lu, mais il n'y a pas de pays. Pensez-vous que les réponses à vos sondages auraient été les mêmes si vous aviez eu un prisme international ? Je pense que les résultats auraient été totalement différents parce que déjà tous les pays sont pas au même niveau en développement de leur supply, leur prise de conscience écologique. On voit bien que si on prend des pays type qui sont en plein développement comme l'Inde, qui sont peut-être un peu moins avancés dans ce domaine-là que les pays type la Chine où eux fonctionnent beaucoup avec de l'export et sont vraiment à fond dans la production. Ils ont peut-être une meilleure réactivité que les pays émergents. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Edgar. Plutôt d'accord. Après, oui, c'est sûr, ça dépend aussi de la culture. Tout le monde n'a pas la même culture en fonction du pays d'où ils viennent et tous les pays n'ont pas leur même, on va dire, maturité dans ce domaine-là. Que sur la France. Pourquoi on a fait que sur la France ? Manque peut-être de temps et aussi manque de réseau pour poser des questions dans tout le monde. Bon, peut-être qu'on reviendra dans 2 ans, 1 an. Mohamed ? Oui, pour répondre à Xavier, merci pour la question. En fait, il faut juste placer aussi le travail. Donc, c'est ce que je disais en introduction, c'est aussi un début de travail de recherche. Et effectivement, on va essayer de partir déjà parce que l'avantage de ce type de questionnaire, c'est d'avoir un petit retour qui permet aussi de faire des ajustements. Mais effectivement, on voit déjà des croisements parce qu'on ne vous a pas présenté tout le détail des résultats parce que en fait, on n'a qu'1 heure. Mais côté étudiant, on peut encore croiser les statuts d'alternants apprentis avec les autres. Et en fait, on a déjà des résultats qui ne sont pas les mêmes. Et en fait, on a aussi au niveau des travail d'analyse, premier travail d'analyse que font les étudiants en fonction des industries. En fait, on n'a pas la même perception. Et en fait, dans l'idéal, puisqu'on a aussi la chance d'avoir des alumni de l'ESLI qui sont aussi à l'international, c'est d'élargir, on fait aussi le spectre. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi se dire que c'est un premier travail qui permet de faire certains constats qui nous interrogent. Et donc, il va falloir le pousser un petit peu plus loin. Et on compte sur d'autres groupes d'étudiants pour les années à venir pour pousser un petit peu la réflexion. Voilà. Donc, c'est... Exactement. Mais c'est juste pour terminer, si je peux donner par exemple un exemple concret, on peut avoir des écarts, mais dans les autres sens. Si je prends le cas par exemple des paiements en ligne par les portables, certains pays d'Afrique sont largement faits en avance par rapport à ce qui se fait. Par exemple, pourquoi ? Par contrainte, parce que vous avez un niveau d'inflation. Si vous allez au Sénégal par exemple, vous ne pouvez pas vous balader avec un nombre important de billets, ce qui a contraint sur place à accélérer, ce que tu disais tout à l'heure, le passage vers le paiement en ligne par portable. Et donc, en fait, c'est là où on voit que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a une avancée technologique beaucoup plus poussée que ce qu'on a actuellement, par exemple, en Europe. C'est pour ça qu'il est intéressant d'aller interroger un petit peu les pratiques à l'international.
Pour terminer, moi j'ai une dernière question à Thibaut et Edgar. J'aimerais bien savoir ce qu'ils souhaitent faire dans la vie professionnelle et si leurs choix seront guidés par cet impératif de transition écologique. Est-ce que ça pèsera dans vos choix futurs ? Pour nous, je parle pour nous deux, tant que le poste et les missions sont plutôt en accord avec nos choix, je ne mettrai pas directement la transition écologique en première place, première position. Ça restera quand même une idée dans notre tête, mais tant que les missions sont plutôt, entre guillemets, vulgairement sympas. La passion du métier. Voilà, exactement. Je ne mettrai pas directement la transition écologique en première position. Thibaut ? Je rejoins ce qu'a dit Edgar. Par exemple, si je vois un poste avec une mission qui me plaît et un poste intéressant, même s'ils font pas de transition écologique derrière, je vais quand même me diriger vers ce poste-là plutôt qu'un autre poste où les missions me plaisent pas trop, mais qu'il y a des fortes tendances à la transition écologique. Ça reste peut-être un peu en désaccord avec ce qui se passe actuellement, mais c'est notre point de vue. Mettre en d'abord le poste et après la transition écologique. Merci à tous les 6 pour ces échanges riches, concrets et sincères. Alors, au-delà des différences de perception entre les générations, on ressent une réelle convergence sur les grandes priorités de la supply chain, la décarbonation, la maîtrise des technologies comme l'intelligence artificielle et l'adaptation face aux enjeux environnementaux. Les professionnels nous ont montré que la transformation, elle est en marche, parfois et souvent contrainte, mais aussi par conviction. Les étudiants, quant à eux, ils nous rappellent la capacité à questionner les modèles établis, ce dialogue entre générations.